Je prends la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Prigent. On va en profiter du coup pour se présenter. Moi, je suis la fondatrice de Nook et vous venez de suivre Anna. Anna est psychologue. Je te laisse dire un mot peut-être, Anna. Alors moi, c'est du coup Anna, je me suis présentée pour l'exercice au début. Je suis psychologue clinicienne formée en psychotrauma et en EMDR, qui est une forme de thérapie. Et vous avez également entendu Gabi qui est juste là, et Gabi qui est la responsable des programmes. Juste pour vous donner une idée de qui est derrière nous, que nous, on est l'équipe opérationnelle, donc on s'assure du déploiement des programmes, mais toute la méthodologie est développée par un conseil scientifique et en particulier par deux personnes aujourd'hui, Karen Sadlier et Emmanuelle Vaulacroix, toutes les deux psychologues cliniciennes, avec des expériences reconnues vraiment dans l'accompagnement après l'inceste puisqu'elles ont, voilà, l'une travaillé longtemps à la Civils et à l'Institut de victimologie à Paris en tant que secrétaire générale, l'autre qui est superviseuse et formatrice EMDR France et Europe, et c'est elle qui propose la méthodologie d'accompagnement et qui supervise tous les psychologues qui animent les programmes de NOOC. Pour vous dire un peu comment va se passer la session d'aujourd'hui. Ce qu'on a prévu à l'agenda, c'est de vous faire une présentation très rapide de Nook et ensuite d'expliquer un peu ce que sont les outils de stabilisation pour ensuite rentrer dans vraiment un temps de pratique des trois outils essentiels voilà, qu'on aimerait avec lesquels vous pourriez repartir aujourd'hui. Et finir sur un temps quand même assez long de questions-réponses. Donc en fait, ce qu'on va vous proposer, c'est de commenter et de mettre toutes vos questions au fur et à mesure dans le chat pour qu'on puisse les gérer à la fin et ce sera modéré par Gabi. Et on finira, parce que c'est toujours bien de repartir apaisé, par une dernière petite pratique d'un des exercices qu'on vous présentera. Euh, Juste avant qu'on commence, je voulais faire un petit rappel sur le cadre. C'est super important pour nous que vous vous sentiez dans un cadre sécurisé et non réactivant aujourd'hui. Du coup, on vous demande, s'il vous plaît, de pas faire de partage, que ce soit sur le chat ou quand vous prendrez la parole pendant les exercices pratiques, sur vos expériences personnelles. Dans les questions-réponses, on va vous demander de vous concentrer vraiment sur vos questions autour des outils, autour des programmes Nook, autour de la stabilisation, autour de votre parcours de soins, si vous avez envie de nous parler de votre parcours de soins. Bien sûr, vous pouvez nous dire si c'est important pour vous, si vous êtes concerné par l'inceste ou par le climat incestuel, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais en tout cas, s'il vous plaît, voilà, faites attention. Ça peut réactiver des personnes d'entendre les partages voilà, d'événements traumatiques des autres. Donc, on essaye de préserver la nuit de tout le monde et de repartir pas réactivé. Euh, Ce qui va être aussi important, on va vous inviter à participer à des exercices. C'est comme vous sentez la caméra et c'est comme vous sentez le son. C'est toujours plus interactif quand on se voit et en même temps, c'est vraiment libre à vous de pas, voilà, de pas activer votre caméra et votre son. Libre à vous également de changer votre nom en sachant que ce que disait Gabi tout à l'heure, c'est que on enregistre la session, mais que nous, on s'assure que dans les partages ensuite des capsules vidéo qu'on fait, on ne voit jamais ni votre nom, ni votre vidéo, et donc la confidentialité sera vraiment respectée. Et enfin, on a tous des sensibilités différentes sur le sujet. Moi, j'utilise le terme de victime d'inceste assez régulièrement. Ça peut vous embêter si vous préférez le terme de survivante. Sentez-vous libre d'utiliser les mots que vous voulez. Voilà, on a tous une sensibilité qui nous est propre. Et du coup, vraiment en quelques mots, je commence et je vous parle rapidement de Nook. Donc Nook, c'est une solution qu'on a développée avec l'ambition d'accélérer le rétablissement après l'inceste ou le climat incestuel, en proposant un parcours de soins juste et adapté vraiment aux besoins des victimes. Euh,
Hop, on se positionne, en fait, on a une ambition qui est large, mais on se positionne parmi un des acteurs qui aimerait répondre à cet enjeu de santé publique. Donc, on se positionne vraiment sur la question de la santé. Notre objectif, c'est de proposer un parcours pour les adultes qui permettent de réduire l'errance médicale, de réduire le coût d'accès à des thérapies en psychotrauma spécialisées, adaptées, et surtout, et c'est d'ailleurs le premier sujet qu'on adresse aujourd'hui, d'apaiser ces symptômes au quotidien et d'améliorer sa qualité de vie. Concrètement, pour que vous sachiez ce qu'on fait et dans quel cadre on fait ce webinaire aujourd'hui. Nook, c'est une plateforme de psychoéducation et de stabilisation. Ça veut dire qu'on fait à la fois En fait, voilà, la question de la psychoéducation, notre objectif, c'est vraiment de proposer des contenus gratuits autour des symptômes, de comprendre les symptômes, de comprendre comment les traiter, comment les adresser, et donc accessible au plus grand nombre. C'est dans ce cadre-là que vous participez au webinaire aujourd'hui. Et donc l'idée là, c'est de mettre à disposition tout ce qui est le plus simple et le plus facile à adopter. Et par contre, on propose également des programmes et des parcours d'accompagnement guidés en l'occurrence, Anna pour la prochaine promotion qui démarre le 4 novembre, qui sont des parcours guidés en groupe où là, on approfondit vraiment la question de la stabilisation et des techniques de stabilisation. Euh, l'approche de Nook, c'est vraiment conçu comme un espace sûr. Tout est construit et animé par des psychologues qui sont formés et spécialisés en psychotrauma, qui connaissent l'inceste et ses enjeux, donc qui vous comprennent. Et on s'appuie sur des approches qui ont fait leurs preuves. Et donc sur cette question avec un vrai focus sur la question de la stabilisation et donc comment on s'apaise au quotidien. Et du coup, peut-être juste avant que je passe la parole à Anna. Bon, on va juste faire une petite entrée en matière. Donc, on va vous demander, juste en un mot, d'écrire dans le chat comment vous espérez vous sentir à 21 heures quand on sortira de ce webinaire. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à écrire sur le chat. Et pendant que vous écrivez, du coup, Anna, je te laisse peut-être expliquer parce que tout le monde n'est pas familier avec le terme de stabilisation. Tout à fait. Du coup, moi, je reprends la suite parce que c'est vrai que là, on a expliqué un petit peu stabilisation, parcours de soins, toutes ces choses-là. Pourquoi, en fait, c'est important déjà la stabilisation et de quoi on parle quand on parle de stabilisation. L'idée, en fait, c'est va être de travailler sur tous ces moments qui peuvent être difficiles, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit chez votre thérapeute aussi, si vous en avez un, ou des moments où vous vous sentez parfois submergé émotionnellement, où vous vous sentez ou tétanisé émotionnellement, où il peut y avoir des choses qui arrivent de façon imprévue dans votre vie quotidienne. L'idée de la stabilisation, ça va être de recréer un sentiment de sécurité. Ça va permettre de créer un espace de sécurité émotionnelle et mentale avant de pouvoir aborder des sujets plus profonds du traumatisme en thérapie, par exemple. L'idée, c'est vraiment de venir apaiser ce sentiment, cette impression d'être submergé ou cette impression d'être tétanisé quand on va vivre des émotions qui sont trop fortes, des flashbacks, des sentiments de ne plus être dans l'instant présent, des sentiments d'être déconnecté. Ça peut être à un moment donné où vous faites les courses, à un moment donné, il se passe quelque chose, il y a quelqu'un qui n'est pas très sympa devant vous, ou une caissière qui vous sourit un peu bizarrement. Bon, et bien là, dans ce cas, ça peut réactiver certaines choses qui ne sont pas de l'insécurité dans le moment présent, mais qui sont des insécurités passées, mais qui quand même sont réactivées. La stabilisation, ça va permettre de apaiser dans ces moments-là ces symptômes ressentis. Donc ça aide vraiment dans votre vie quotidienne et ça aide aussi par la suite dans le retraitement du trauma au cours de votre thérapie. C'est important de pouvoir être stabilisé émotionnellement. Je te laisse peut-être Oui. Fanny nous expliquer
Toi, ce que tu... Ouais, globalement, dans un parcours en psychotrauma, et donc moi, je vais vous partager une expérience. Moi, je suis dans un parcours spécialisé en psychotrauma depuis 5 ans. Et en fait, la stabilisation, ça représente un peu plus de 40% du temps de la thérapie individuelle. En fait, moi, je l'ai vraiment pratiqué pendant 1 an et demi avant d'attaquer le retraitement des souvenirs traumatiques. Donc avant d'attaquer avec ma psy, moi qui est formée en EMDR, euh, les souvenirs traumatisants. En fait, l'objectif de la stabilisation, c'est d'éviter de se retraumatiser ou d'augmenter en fait les symptômes les plus envahissants parce qu'on n'est pas prêt à faire du retraitement traumatique. Donc la stabilisation, on en fait beaucoup souvent. Avant de commencer le travail sur les souvenirs traumatiques quand on est avec un psy en psychotrauma et quand on a vécu l'inceste, qui est quand même un traumatisme très lourd, en fait, cette stabilisation, elle prend longtemps. Donc, en fait, elle dure longtemps en début de thérapie. En tout cas, moi, c'était mon cas. Et j'étais très contente qu'on ait fait ça. Et en fait, après, on a continué toutes les techniques que j'ai apprises au début de mon parcours thérapeutique. C'est des techniques qu'on a continué à utiliser aussi quand on faisait du retraitement de souvenirs traumatiques. Parce que, en fait, ça peut être assez bouleversant émotionnellement de travailler sur les souvenirs. Et du coup, avoir des techniques sur lesquelles on passe d'une séance à une autre, c'est quand même super utile. Et en fait, aujourd'hui, je l'utilise davantage dans mon quotidien quand je vois pas ma psy, justement. C'est aussi ce qui fait que je peux me permettre d'espacer les séances, d'annuler une séance quand en fait ça correspond pas à mon calendrier, parce qu'en fait j'ai suffisamment appris, intégré de techniques que je maîtrise maintenant en toute autonomie pour être capable d'apaiser les émotions débordantes, les flashbacks, les cauchemars, et donc voilà, d'arriver à la fois plus stable en séance, mais aussi juste d'être capable de vivre mon quotidien sans me sentir trop dépendante de ma thérapeute. Et donc voilà, moi de mon point de vue, c'est vraiment un peu un indispensable auquel on n'a pas toujours accès en fonction des thérapies qu'on suit. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que, merci pour ce partage. En fait, la stabilisation, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir être traversé par l'émotion sans qu'elle devienne envahissante. L'idée n'est pas de l'enlever, mais de pouvoir être traversé par cette émotion, mais de quand même être apaisé à côté. Donc, d'apaiser cette sensation-là d'être submergé. C'est pas évident de les mettre en place. Ça peut paraître parfois un peu simple au premier abord, mais en fait, c'est vraiment des choses qui se travaillent et où il faut que l'habitude se prenne, que le corps, l'esprit prennent l'habitude de mettre en place cette technique de stabilisation. Et c'est vrai que parfois, on l'a pas forcément si on a des thérapeutes qui sont pas formés en psychotrauma. Ça peut arriver de ne pas être formé à ça. C'est pour ça que là, on va vous proposer de vous présenter ces outils ensemble aussi pour justement commencer à les comprendre et à le voir parce que seul chez soi, c'est pas simple de les mettre en place. Ok? Est-ce que tu avais quelque chose, Fanny, ou on passe tout de suite aux présentations de nos 3 outils? Ouais, juste, voilà, on a sélectionné en fait euh, un peu les fondamentaux, vraiment les outils basiques qui seraient bien que tout le monde ait dans sa trousse à outils. Euh, euh, c'est voilà, c'est souvent si vous êtes vous-même dans un parcours en psychotrauma, a priori, c'est des outils qu'on vous a déjà présentés, mais ça fait jamais de mal de les pratiquer à plusieurs. C'est ça. Et sur le point que c'est des outils basiques, ça ne veut pas dire que c'est des outils faciles tout de suite à acquérir. Mais vous pouvez quand même les acquérir à la fin de cette séance aujourd'hui. Mais rassurez-vous, si jamais vous avez des doutes ou si vous n'arrivez pas tout de suite à le faire, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Du coup, tout ce suspense pour vous parler des 3 outils enfin, essentiels, des 3 premiers outils qu'on va vous présenter. Petit point avant de vous présenter et de pratiquer les exercices. Voilà, quand on vous propose ces exercices, il y a des moments donnés, je vais peut-être vous demander de prendre la parole. Donc, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à participer, évidemment.
Chacun est libre de participer ou non. Chacun est libre de pratiquer l'exercice ou pas. Si vous n'avez pas envie, c'est aussi autorisé. Évidemment, s'il y a un exercice trop difficile, je vous invite à pouvoir vous arrêter, aller prendre un verre d'eau. Vous pouvez aussi partir si vous avez envie. Il n'y a pas de souci autour de ça. Donc vraiment, sentez-vous en capacité de pouvoir participer ou de ne pas pouvoir participer. C'est le petit point pour vous rassurer au préalable. Évidemment, ces exercices, c'est des propositions et pas des obligations. Vous pouvez à tout moment vous retirer sans vous sentir mal, sans vous sentir jugé. Du coup, on va partir maintenant sur le premier exercice. Le premier, pour ceux qui sont arrivés pile à l'heure ou quelques minutes après, en fait, vous l'avez déjà fait. C'est cet exercice de respiration dans lequel vous allez respirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes. Il a un petit nom, il s'appelle la cohérence cardiaque. Ça permet en fait de réguler votre rythme cardiaque en influençant votre système nerveux autonome, pour donner un peu les grands mots. Mais l'idée en fait derrière, c'est d'aider à diminuer le stress, d'aider à diminuer l'anxiété et de revenir à un état calme antérieur. Quand est-ce qu'on va l'utiliser? On peut l'utiliser lorsque vous vous sentez débordé émotionnellement ou alors en état de stress, lorsque vous sentez des symptômes de dissociation. Alors la dissociation, ça peut être un moment où on se sent déconnecté de la réalité ou alors on se sent un peu déconnecté de soi. Ça peut faire un peu peur. C'est quelque chose qui arrive dans les cas de... Ça arrive de manière générale dans les cas de victimes de psychotrauma ou de survivantes de psychotrauma. Cet état-là, la cohérence cardiaque peut permettre de revenir dans l'instant présent, dans la réalité. Ça arrive, vous pouvez l'utiliser à plein de moments donnés, quand vous êtes soit chez vous, soit si vous êtes tout seul, soit avec du monde, c'est OK aussi. Vous pouvez l'utiliser quand vous prenez les transports, vous pouvez l'utiliser quand vous êtes avec des amis et qu'il y a un moment un peu difficile à passer. Vous pouvez l'utiliser parce que le matin, ça vous apaise de l'utiliser ou avant de dormir, ça vous apaise, même si vous êtes déjà bien. C'est OK de le faire. On n'est pas obligé de le faire que quand on est stressé ou quand qu'on a des moments de- des moments où on est submergé. Euh, mais en tout cas, il est important de l'utiliser quand on a des difficultés à retrouver son sentiment de sécurité et son sentiment de calme. Pourquoi je vous dis de la pratiquer même en dehors des moments difficiles? Parce que, en fait, de manière mécanique, plus vous allez la pratiquer, plus vous allez habituer votre corps et votre esprit à avoir ce réflexe dans les moments où vous êtes submergé, dans les moments où vous avez des symptômes. Plus vous allez être habitué et plus rapidement vous allez réussir à revenir dans un état de calme, dans un état de sensation de sécurité. Et vous pourrez mieux gérer les symptômes qui vous arrivent derrière. Du coup, normalement, la recommandation, ça va être de le faire au moins 3 fois par jour au début, pendant au moins 5 minutes. 5 minutes, c'est ce qu'on a fait au début, ce temps-là. Et au moins 3 fois par jour pour habituer votre corps et votre esprit à prendre cette respiration de 5 secondes on inspire, 5 secondes on expire. Ça va favoriser en fait votre régulation émotionnelle, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ça va vous permettre de vous stabiliser. Je te laisse peut-être, Fanny, parler de toi, comment tu as acquis cet outil. Ouais, moi en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est cette application qui s'appelle Respire Relax, qui est gratuite et qu'on peut télécharger sur son téléphone. Euh, Ça floute, mais qui permet de suivre en fait ce qu'a fait Anna, de guider. Oh, en plus, il y a une petite musique, de guider la respiration en introduction. En fait, moi, ma psy, au début de mon parcours, elle me parlait de la cohérence cardiaque, la cohérence cardiaque, la cohérence cardiaque, et j'avais vraiment du mal à l'adopter. Et c'est vrai que j'ai téléchargé cette application pour m'obliger à le faire pendant 5 minutes parce que sinon j'avais tendance à décrocher. Et aujourd'hui, c'est tellement intégré
que j'en ai plus besoin. Mais en fait, c'est vrai qu'au début, c'est pas mal d'avoir une application pour guider l'utilisation. Et c'est vrai que maintenant, j'ai le réflexe, dès que je sens un petit nœud dans ma gorge, de l'utiliser. Et donc, je peux l'utiliser en marchant, je peux l'utiliser d'un coup en réunion pour me détendre. Donc, en fait, beaucoup avant de dormir aussi. Et c'est ce qui me permet voilà, de lâcher prise et de m'endormir. C'est vrai qu'au début, ce que tu dis, c'est que ça prend du temps. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai trouvé que cette application, elle me permettait de pratiquer régulièrement quand ça allait, jusqu'à ce que j'adopte la pratique naturellement, quoi. Et c'est une application gratuite. Mm. Donc, supplémentaire, en effet, c'est gratuit sur Internet. Elle est aussi gratuite sur téléphone, sur toute plateforme, que ce soit Android ou iPhone. Voilà. On va dans la technique numéro 2. La technique numéro 2, je vais vous demander après. Pardon, excuse-moi Anna, pour tous ceux qui ont raté l'exercice au début, on va aussi le refaire à la fin. Donc, vous inquiétez pas. Ce premier exercice de cohérence cardiaque, on le refait tous ensemble à la fin. Oui, c'est vrai, merci. Du coup, l'exercice numéro 2, c'est un exercice d'ancrage. Quand on parle d'ancrage, c'est l'idée de se reconnecter dans l'instant présent et dans le maintenant, dans le présent, dans le lieu où vous êtes, dans le maintenant, dans quel jour on est, ce genre de choses. Au final, à quelle date, où est-ce qu'on est, dans quelle ville on est, ce genre de choses-là. C'est justement dans les cas de ce sentiment de dissociation et d'être déconnecté de la réalité. Là, on va utiliser les techniques d'ancrage. Je vais vous en proposer une et on va pratiquer et je vais vous expliquer un petit peu ensuite qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est utile dans cette technique d'ancrage. Celle que je vais vous proposer, on l'appelle la technique des 5 sens parce qu'on va utiliser vos 5 sens pour pouvoir vous reconnecter à la réalité, vous ancrer dans le présent. Alors, là, c'est l'exercice où je vais vous demander de participer un peu. Que je ne sois pas toute seule à parler et qu'on mette un peu d'animation, parce que sinon, à cette heure-là, vous allez vous endormir. Donc, j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont oser lever la main ou participer. Vous pouvez participer à l'écrit ou participer à l'oral.